Le gouvernement du Bénin, dans sa dynamique de gouvernance, se veut davantage plus proche des populations pour leur donner les explications et les compréhensions nécessaires de ses actes. À cet effet, le porte-parole du gouvernement a initié depuis plusieurs mois une descente périodique dans les différentes rédactions. Rédaction presse écrite, rédaction audiovisuelle, rédaction des presses digitales et autres. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à cette émission spéciale. Et c'est justement dans cette dynamique que le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ongbedi, est aujourd'hui à Golf TV Africa. Monsieur le porte-parole du gouvernement, bonjour. Bonjour, monsieur Ayou. Merci d'avoir répondu. Merci d'être présent chez nous. C'est moi. C'est tout un plaisir de vous savoir ici aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, ensemble avec mon confrère Osias Sounouvou de la télévision nationale pour conduire cette émission spéciale. Osias Sounouvou, très heureux de vous avoir avec nous. C'est réciproque, cher Charbel. Ça fait la deuxième fois que je viens sur ce plateau pour cet exercice avec le porte-parole du gouvernement. Avec beaucoup de plaisir, cher Charbel, on va essayer de parcourir avec lui les questions majeures de l'actualité, notamment les dernières décisions du Conseil des ministres, en tout cas les décisions phares. Et puis on va mettre en parallèle un certain nombre d'actualités au plan national domestique, actualités liées aux droits humains de certaines personnalités politiques en prison, en relation parallèle avec des situations, des tribulations judiciaires d'autres personnalités à l'international. Charbel Ayou, c'est, me semble-t-il, un peu le menu qu'on va explorer avec le porte-parole du gouvernement. Et on va tout de suite avec cette dernière décision du Conseil des ministres, Osias Sounouvou, oui, relative au stade de l'amitié de Kourounou. Absolument. Monsieur le porte-parole du gouvernement, dans votre dernière livraison du Conseil des ministres, il a été mentionné la concession, justement décidé de la concession du stade de l'amitié à la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Quelle est la réelle pertinence de cette décision? C'est parce que là, on a voulu confier la gestion à Plus Fortuné? Bien, je vous remercie. Déjà, il s'agit bien de concession et non de cession. Parce que j'ai pu observer que certains faisaient, en tout cas sur la toile, une certaine confusion entre les deux thèmes. Il s'agit de concession. Donc le stade demeure la propriété de l'État béninois. Il reste maintenant que dans la politique sportive du gouvernement, qui nous a amené à réaliser 22 stades omnisports, il est apparu très tôt que l'État ne devait pas et ne pouvait en tout cas pas lui-même s'occuper de la gestion quotidienne de l'ensemble de ces infrastructures. Et nous avions déjà acté le fait que dans les communes, les sociétés sportives professionnelles ou les associations sportives pouvaient se voir confier la gestion, l'entretien, l'exploitation de ces stades-là. Donc une concession à diverses sociétés. La CNSS est basée sur Cotonou. Son club ou son association sportive, l'AS Cotonou, d'ailleurs, Omnisport, est localisée dans la ville de Cotonou. Et la CNSS est apparue comme le premier partenaire sportif qui a voulu ou qui s'est inscrit pour prendre en concession le stade de l'Amitié. Après, il faut le rappeler, c'est vrai, le stade René Pleven. Mais je m'arrête ici tout de suite pour dire que la présente concession vient en remplacement de celle qui avait été faite relativement à René Pleven. Pour la bonne raison que à René Pleven, les travaux qui sont prévus vont être engagés. Je pense qu'on est sur la dernière ligne droite pour les diligences préalables à l'ouverture des travaux. Et pendant ce temps-là, ce stade ne sera pas disponible. Et c'est pour ça que la CNSS a sollicité du gouvernement que la concession sur René Pleven soit convertie plutôt sur le stade général Mathieu Kérékou. C'est la décision qui a été prise donc. Mais vous avez noté que le Conseil des ministres précise en même temps, parce que la CNSS n'a pas pour habitude de gérer les stades, et que le gouvernement, lui, il tient à la bonne gestion et au bon entretien de l'infrastructure, le concessionnaire aura donc l'obligation de recruter un gestionnaire. Donc, il y aura une gestion déléguée avec une structure qui est habilitée à le faire et qui en a l'expérience. C'est la dimension
proactive, managériale, qu'il faut prendre en compte dans cette décision de concession du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Il n'y a pas eu d'autres prétendants ou d'autres offres analysées par le gouvernement avant de désigner la CNSS comme Nous n'avons pas eu d'autres prétendants, à la vérité. Et il y en aurait eu que, vous imaginez bien, le gouvernement aurait apprécié toutes les demandes et regardé quelle est l'offre qui était le plus compétitif pour l'État et aurait tranché en faveur de cette offre. Mais on peut deviner, sur l'ensemble des clubs qui opèrent avec Cotonou pour base, on peut deviner que la CNSS apparaît probablement comme la structure la plus fortunée et donc celle qui aurait davantage de moyens aussi pour assurer ses responsabilités en ce qui concerne la gestion, l'entretien et le développement d'aspects confortatifs autour du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouroulou. Il n'en demeure pas moins que les investissements pour moderniser ce stade restent à l'actif du gouvernement. Non, nous avons deux dimensions. Le gouvernement a déjà fait une part des investissements, d'ailleurs la plus grosse part, avec le partenariat Bénin-Chine, mais c'est à la charge du gouvernement. Nous avons fait déjà le gros lot. Maintenant, ce qui viendra ensuite, le confortatif dont on parle, ce sera à la charge du concessionnaire. Mais sous la supervision du gouvernement, et nous avons dit que même la gestion devra faire l'objet d'un rapport annuel adressé au gouvernement afin que l'on s'assure que le cahier des charges est respecté scrupuleusement et que l'infrastructure est bien entretenue. Monsieur le porte-parole du gouvernement, quelle est l'ambition du gouvernement, l'ambition à terme du gouvernement en prenant une pareille décision? L'ambition globale dans le domaine sportif, c'est déjà d'amener nos équipes à de meilleures prestations, qu'il s'agisse des équipes de clubs, des associations, ou qu'il s'agisse de l'équipe nationale. Parce que nous savons tous maintenant que le sport d'élite est devenu une industrie. Regardez les salaires faramineux qu'on évoque ailleurs. Regardez les stars qui empochent des salaires qui, pour une seule star, dans d'autres pays, serviraient à payer des milliers et des milliers de personnes à la fois. Nous rêvons que demain, il y ait des stars béninoises du football, du basketball, du handball, du volley, de l'athlétisme, qui gagnent beaucoup d'argent. Et nous rêvons aussi que chez nous, le sport se développe à telle enseigne que les acteurs locaux trouvent leur compte, qu'ils aient de très bons salaires, qu'ils aient des conditions de vie admirables et que notre championnat attire aussi, pourquoi pas, des stars étrangères, des talents étrangers qui viennent renforcer ce que nous faisons. Et quand on fait ça, vous ne devez pas être surpris parce que c'est ce gouvernement qui a fait quand même 22 stades omnisports en si peu de temps. C'est ce gouvernement qui a amorcé la professionnalisation du sport chez nous pour exiger que les clubs professionnels recrutent des sportifs qui disposent d'un contrat de travail en bonne et due forme et à qui un minimum au moins est payé. C'est ce même gouvernement qui a pacifié les différentes fédérations là où il y avait des crises ici et là. Et vous avez vu la dernière rencontre du président de la République avec les responsables d'associations ou de fédérations sportives. Oui. Quand il les engageait même à imaginer des solutions pour que les gens viennent au stade, pour qu'il y ait des ressources. Et je retiens particulièrement celle où il disait, dans les communes, si vous avez des clubs, vous voulez des ressources, faites par exemple comme on fait à l'église, la quête. Si chacun met 10 francs, 25 francs, 50 francs, vous profitez de la mi-temps. Et puis les collecteurs, là, ils passent. C'est volontaire, hein, c'est volontaire. Ils viennent donner 10 francs, 25 francs, 50 francs. Vous faites ça tous les week-ends. Vous pouvez commencer à ramasser 25 000, 50 000, 100 000. Et le président de la République dit même que le jour où un supporter est content parce que l'équipe a été flamboyante, il peut donner 5 000, il peut donner 10 000, il peut donner 20 000. Et à cette allure, vous allez collecter de plus en plus d'argent. Regardez ailleurs. Vous avez des supporters à vie, des aficionados. Et ça se passe le témoin de père en fils, de génération en génération. Les grands clubs ont ça. Pourquoi dans 10, 20, 30, 40, 50 ans au Bénin, on ne dirait pas que telle équipe a des supporters mais vraiment irréductibles, qui ne sont pas des ultras, mais irréductibles et qui, quelles que soient les conditions, sont là pour soutenir, s'investissent pour la cause
de l'équipe. Et moi, je suis convaincu que c'est l'une des pistes pour l'avenir du développement du sport chez nous, comme ailleurs. Plus vous avez des supporters, plus vous avez des gens qui y croient, qui mettent des ressources, et ça vous oblige, vous aussi, par ailleurs, à des résultats. Et ça fait performer, ça fait que de l'argent rentre de plus en plus dans les caisses et vous pouvez tenir sur la durée. Donc c'est ça l'ambition, avoir un sport chez nous qui soit bien développé, pratiqué dans les conditions optimales comme ça se fait ailleurs et avoir des acteurs sportifs de plus en plus compétents, compétitifs eux-mêmes, mais qui vivent bien parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent comme dans d'autres secteurs. Et qu'est-ce que ça pourra apporter à l'économie nationale véritablement? Cela va sans dire. Cela va sans dire. Si vous avez des acteurs aujourd'hui qui gagnent en moyenne 150 ou 200 000 en moyenne, et que dans 5 ans ou dans 10 ans, pour les mêmes sports, ils sont en moyenne à 500 000 ou 1 million, vous devinez? Je ne parle pas des taxes que les employeurs pourraient verser, hein, mais sur le marché, ils vont consommer davantage. Ils vont faire des réalisations, ça va impacter davantage leur famille, l'économie de leur quartier, de la ville et du pays lui-même. Et vous avez de plus en plus de sponsors qui mettent de l'argent. Vous avez de plus en plus de ventes de divers matériels, maillots ou gadgets. Des produits dérivés. À l'effigie de telle ou telle équipe qui performe. Tout cela entretient et nourrit l'économie, aussi bien de la ville que du club, que du pays. Regardez, et je ne vais nommer aucun pays. Vous avez des pays qui ont des stars nationales et parfois on fait tout pour les empêcher de signer à l'étranger parce qu'on sait que si elles sont sur place, l'argent qu'elles gagnent, les impôts qui sont payés dessus vont dans les caisses du pays plutôt que de l'étranger. Donc c'est une politique que nous avons, nous aussi, envie que demain, nous ayons de grosses stars qui animent notre championnat, qui soient sur place ici parce que les conditions sont réunies au plan professionnel, mais aussi au plan du cadre de vie pour les maintenir sur place et tout cela alimente notre économie. Monsieur le porte-parole du gouvernement, ce que vous dites est beau, c'est grand, c'est un bon rêve. Mais le président de la République qui initie tout cela, il ne sera pas président à vie. Pensez-vous que dans la durée, notre pays peut devenir ce que vous pensez, ce que vous voulez, ce dont vous rêvez? Mais ce que fait le président de la République, justement, c'est pour que tout cela lui survive. Les grosses réformes, les grosses réalisations, c'est pour que cela survive au président Talon. Et moi, je suis persuadé que la quête ultime, c'est aussi ça. Pour que dans 50 ans, dans 100 ans, quand on parle du Bénin, qu'on évoque l'ère Talon. Qu'on dise qu'il y a eu vraiment un nouveau départ du Bénin à partir d'eux. Et ça, c'est une grosse victoire. À partir de cet instant-là, vous pouvez être rassurés. Après, il nous appartiendra à tous d'être de plus en plus exigeants avec nos dirigeants d'aujourd'hui et de demain pour que plus jamais nous ne retombions en dessous du niveau où le président Talon nous aura porté et porté le pays dans sa globalité. Mettre en place des politiques ambitieuses qui survivent à l'initiateur réformateur, eh bien ça, c'est une manière coquine, très habile et astucieuse d'ailleurs de Charbel Ayibou d'introduire par avance, d'anticiper sur une question de maintien au pouvoir. On reviendra quand on va aborder un certain nombre d'actualités au plan international, notamment au Sénégal. Mais pour le moment, en attendant, c'est le lendemain enchanteur pour le sport du Bénin. Et cette sorte de ferveur religieuse, solidaire, contributive des supporters pour soutenir les équipes et contribuer à leur épanouissement. Pour le moment, en fait, cela dépend aussi des performances réalisées par les acteurs du sport, les athlètes. Pour le moment, nos guépards qui ont troqué le nom d'écureuil à celui de guépard et dont on pouvait espérer un peu plus de férocité dans les performances, pour le moment, ça patine. Et c'est dans le même moment, c'est quand même dans ce contexte-là de performance à minima qu'il est imposé au nouvel entraîneur des écureuils l'objectif de pouvoir qualifier cette équipe, notre 11 nationale, pour la Coupe du Monde. Au fond, vous rêvez de vous, au gouvernement. Mais s'il faut rester sur le même registre que vous, je dirais que vous êtes un peu sévère avec nos guépards tout de même. Parce que ça fait quand même une éternité qu'on attend un miracle qui ne vient pas. Monsieur Sounourou, ils sont nés guépards il y a juste quelques semaines. Donc c'est encore des enfants guépards, des bébés guépards.
Et avec le temps, avec l'âge, Vivement la maturité. ils vont se muscler davantage, ils vont être plus compétitifs, plus rudes pour l'adversaire et nous aurons à engranger de plus en plus de victoires et de belles performances. D'ores et déjà, ne serait-ce que sur la forme, moi j'ai vu les 2 derniers matchs qui en fait sont les 2 premiers de nos guépards et j'ai vu l'état d'esprit. Conquérant, bagarreur. Chacun a pu noter cela. Après qu'on n'ait pas été bien fortuné pour empocher 3 points plus 3 points, c'est un autre débat. Mais j'ai vu. Et j'ai vu aussi comment l'entraîneur en place a commencé à promouvoir de plus jeunes parce que un fait est que nous avons une bonne partie de notre effectif qui arrive en fin de cycle et qu'il faut renouveler l'équipe. Et l'entraîneur a commencé à faire ce mix qui va permettre aussi de faire monter en puissance progressivement les plus jeunes. Et avec ça, le talent frais viendra au soutien de cette équipe et les résultats, nous l'espérons en tout cas, seront au rendez-vous, d'autant plus que pour ce qui le concerne, le gouvernement joue pleinement sa partition en mettant les moyens nécessaires à disposition et en retour, il attend forcément de nos équipes qu'elles se montrent à la hauteur des efforts du peuple béninois, lesquels efforts permettent justement de mettre ces moyens à disposition. Donc le moins que nous attendons de l'équipe et de l'encadrement, c'est des performances, c'est des résultats. Parce qu'on doit pouvoir dire aujourd'hui et demain, pour l'avenir, quand le Bénin s'engage dans une compétition, dans la phase qualificative d'une compétition, c'est forcément pour réussir. Donc, participer à la compétition et quand on y est, faire des résultats qui nous permettent d'espérer la victoire finale pour que notre amour à trophée commence à se gagner enfin. Il y a une éternité qu'on n'a pas mis un trophée dans nos vitrines. Vous en rêvez vraiment? Ben oui, c'est légitime. Quand on regarde aujourd'hui les conditions, il y a eu des réformes. Est-ce que vous avez vraiment l'intime conviction que ce qui se met en place, le déluge de moyens injectés dans le sport, notamment le football du Bénin, peut laisser augurer effectivement à court terme ou à moyen terme, soyons réalistes, à moyen terme, à l'horizon de 5 ans peut-être au moins, réellement des trophées? Si le président de la République n'y croyait pas, si le gouvernement n'y croyait pas, vous n'auriez pas eu, pour reprendre votre expression, ce déluge de moyens au profit du sport béninois et en particulier du football. Regardez par exemple les subventions que nous apportons à nos équipes et aux fédérations diverses. Nous avons totalement, mais vraiment totalement, crevé le plafond de ce qui se faisait avant le président Talon. Au mieux, vous étiez à 200, 300 millions. Au mieux, aujourd'hui, nous sommes à plus de 1,5 milliard par an pour les fédérations et associations sportives. C'est déjà une volonté politique manifeste d'aller au soutien du sport dans sa globalité. Parce que toutes les disciplines organisées reçoivent cette subvention. C'est cette même conviction qui fait que autant d'infrastructures ont pu être réalisées en si peu de temps. Encore une fois, pour créer les conditions d'exercice favorables aux acteurs, mais les conditions aussi idéales comme cela se passe ailleurs. Donc nous avons bon espoir parce que notre foi est grande en l'avenir du sport béninois. C'est pour ça que ce n'est pas trop rêver que de faire ce que nous faisons et de dire ce que nous disons en termes d'ambition. La professionnalisation du sport au Bénin passe par la question formation. C'est une question transversale d'ailleurs dans tout le pays dont le gouvernement s'est emparé. Il n'y a qu'à voir les réformes dans l'enseignement secondaire avec une forte dose de professionnalisation des cursus. Donc la question de la formation se pose aussi dans le domaine du sport. Vous n'êtes pas le ministre de tutelle, mais avec tout ce qui se dessine, enfin moi, c'est vrai, à ma décharge, je dois quand même indiquer que je ne suis pas un spécialiste du sport, mais je ne vois pas grand-chose se dessiner. Et puis les championnats aussi, bon, enfin, pour moi, j'ai l'impression c'est un peu du silence radio. Non, tout cela va monter en puissance, qu'il s'agisse de la formation de base ou des championnats qui doivent être plus compétitifs pour être assez porteurs de résultats. Tout cela va monter en puissance. Et nous accompagnerons aussi toutes les initiatives privées qui permettront d'atteindre ce résultat. L'État sera la locomotive pour impulser la dynamique, mais toutes les initiatives privées qui viendront au soutien de cette ambition, l'État sera présent pour les encourager. Monsieur le porte-parole du gouvernement,
Le gouvernement rêve grand, le gouvernement rêve vraiment beau, mais les populations se disent le gouvernement injecte suffisamment de moyens, ça commence par donner quelque chose, mais au niveau du football, les entraîneurs se succèdent. Hein? Lorsqu'un entraîneur vient, il semble dessiner quelque chose et puis paf, il s'en va. Ce dernier qui vient d'arriver, est-ce que le gouvernement a défini une stratégie particulière pour le suivre afin que ça ne soit pas comme les autres fois avec les autres entraîneurs, pour qu'on ait des résultats probants? Pourquoi pas aller à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations et participer à la Coupe du Monde? Monsieur Ayou, vous avez dû remarquer avec nous qu'il n'y a pas à proprement parler une valse d'entraîneurs. Nous faisons avec ceux avec qui nous contractons. Nous respectons les contrats et lorsque les conditions sont remplies pour que la relation s'arrête, elle s'arrête. Nous n'avons pas pris pour habitude de vider l'encadrement dès lors qu'un résultat ne nous satisfait pas ou que sur 2 ou 3 matchs nous avons été dans le dur. Non, parce que nous voulons quelque chose de structurel. Et pour en revenir à l'entraîneur qui est là, il a un cahier de charge. Ses prédécesseurs comme lui ont toujours eu un cahier de charge. Et pour ce que vous dites relativement à l'actuel entraîneur, nos ambitions sont grandes, autant que celles d'autres pays. Si nous participons à une compétition, c'est pour y faire bonne figure, c'est pour gagner, parce que pour le Bénin désormais, l'essentiel ne sera pas de participer, comme dirait Pierre de Coubertin. L'essentiel ne sera pas de participer, mais il faut participer pour gagner. Il y a des pays qui ne sont pas plus grands que nous et qui font de très belles choses, de très belles performances. Cela veut dire que nous le pouvons aussi. Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est le travail. Le secret, ce sont les infrastructures. Toutes choses que nous avons commencé à faire. Même si nous ne récoltons pas les lauriers du temps du président Talon, nous aurons au moins posé la fondation pour que les autres construisent là-dessus. Et tant que la fondation est solide, plus haut le bâtiment pourra aller. Donc nous aurons au moins une part du mérite collectif de notre pays demain lorsque les résultats apparaîtront. Et oui, nous voulons jouer une finale de la Coupe d'Afrique des Nations et pas que. Nous voulons bien remporter le trophée. Nous voulons jouer une finale de Coupe du Monde et pas que. Nous voulons bien remporter le trophée. Les autres pays qui les remportent, ils sont également sur la Terre. Ils ne viennent pas de Mars, ils ne viennent pas de Jupiter. Nous partageons la même Terre. Donc demain, nous rêvons de pouvoir le faire. Monsieur le porte-parole du gouvernement, l'actualité, c'est aussi à l'international. Mais avant d'y aller, un petit mot sur la revalorisation salariale. Il semble que certains secteurs semblent avoir été oubliés. Les agents territoriaux, par exemple, des collectivités territoriales. Qu'en dites-vous? À la vérité, aucun secteur n'a été oublié. La décision du gouvernement concernait d'abord les agents de l'État. Et corrélativement, nous avons dit que les agents d'autres structures, publiques ou parapubliques, devraient également bénéficier de la mesure, d'autant plus que nous attendons aussi que le privé suive le même mouvement et améliore les revenus de ces travailleurs. Il se trouve que, conformément donc à cette vision, certaines communes ont entrepris tout de suite de la mettre en œuvre. S'il n'y avait pas des conditions particulières à regarder, cela n'aurait suscité aucun problème. Mais il se fait que sur l'ensemble de nos communes, c'est une variété de régimes salariaux que vous avez. D'une commune à l'autre, les normes sont différentes, les tests ne sont pas les mêmes. Et si on laissait faire en l'état, cela créerait à l'arrivée plus de soucis que ça n'apporte de bien aux travailleurs. C'est pour ça que le gouvernement s'est saisi de la question. Et le chef de l'État, en premier, a organisé des réunions avec les acteurs pour comprendre exactement de quoi ça retourne, donner les instructions afin que la réflexion se fasse et que le cadre dans lequel cela doit se faire au profit des agents des communes soit défini. Et une fois que c'est défini, en ce moment-là, ils pourront bénéficier de cette même revalorisation. Donc, c'est une question de temps. L'assurance que je peux leur donner, c'est qu'ils ne sont pas exclus du bénéfice de cette revalorisation salariale.
Si vous le voulez bien, l'actualité nationale étant aussi fournie que les sujets phares qu'on vient d'aborder, on va se permettre de monter à l'international. Vous avez beaucoup parlé de réformes. On est en plein dans des réformes. Le Bénin est en chantier de réformes. Parlant de réformes, ce n'est toujours pas facile. Il y a beaucoup de réformes du président Talon qui ont suscité, pas forcément un enthousiasme ravageur, mais pourtant elles sont passées, ces réformes. Dans le même moment, on voit un président français, Macron, aux prises avec des réformes qui sont totalement contestées, avec une confrontation entre la légitimité des aspirations anti-réformes de la rue et la légalité revendiquée par Macron. Il y a là comme une sorte de solitude du pouvoir qui frappe Macron. Talon a peut-être connu ça, mais il a vite surmonté ça. J'ai l'impression que Macron a raté une occasion, c'est de faire du talonisme. Vous riez de cette tribulation? D'abord, je voudrais que vous constatiez avec nous que si demain, vous avez un pays où une réforme passe et satisfait tout le monde en même temps, ça veut dire que ce n'est probablement pas une bonne réforme. Soit c'est une réformette, parce que les uns et les autres ont dû diluer leurs ambitions de départ, ont dû faire beaucoup de concessions qui, à l'arrivée, vident la réforme de sa substance et elle devient une réformette. Mais une vraie réforme sociétale, une réforme pour aujourd'hui et pour demain, elle cristallise beaucoup d'antagonisme parce qu'il y a divers intérêts en jeu et la vision n'est pas toujours la même. L'étendue des responsabilités n'est pas toujours la même. Il y a ceux qui ont la responsabilité de faire les réformes coûte que coûte parce qu'ils savent que c'est bon pour la société. Et il y a ceux dont le rôle, c'est de contester la nécessité de faire les réformes, c'est de contester le timing, c'est de contester le contenu, même si demain, ils vont en bénéficier. Au Bénin, nous sommes désormais bien renseignés, bien payés pour le savoir. Et que ça n'est pas facile. C'est pour ça que personne ne rirait de ce qui se passe en France en ce moment. Ah non, personne. Au contraire, on comprend la difficulté des dirigeants français en ce moment face à une réforme aussi historique engagée par ce gouvernement. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la pédagogie que le président Macron a entreprise autour de cette réforme, en tout cas les justifications qu'il a apportées. Lorsqu'il indique que s'il n'en tenait qu'à lui tout seul, ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas indispensable pour lui, à titre personnel, de faire cette réforme. Mais c'est bon pour la société française. C'est indispensable pour la société française. Que s'il avait eu le choix, il n'aurait pas fait cette réforme. Mais la responsabilité lui commande, pour le bien de son pays, de le faire. Et il ajoute, c'est ça qui le rapproche le plus du président Talon, il ajoute, s'il faut en prendre l'impopularité, je la prendrai. Parce qu'il sait que c'est une impopularité de circonstances et que les temps d'après, la société elle-même lui retournera ou lui vaudra les lauriers que son action aura mérité pour le bien de la société française. Donc on comprend très bien ce qui se passe là. On suit avec attention parce que ça aussi doit nous édifier. Nous faisons nos expériences, d'autres font les leurs et quand il y a des moments de similitude, on voit en quoi on peut améliorer ce qu'on fait chez soi par rapport à ce qui se fait ailleurs. Donc, croyez-le, nous sommes à la limite, je dirais, solidaires des efforts du peuple français dans son ensemble et particulièrement des gouvernants français parce que nous savons que c'est un moment difficile. Nous en avons nous-mêmes connu par les réformes majeures que nous avons engagées et qui, fort heureusement, nos compatriotes le constatent, commence à produire des résultats et chacun comprend de mieux en mieux que ce n'était pas des réformes pour le plaisir d'un dirigeant, mais pour le bien de notre société, pour notre bien collectif. Monsieur Wilfried-Léon Ngouidji, gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper, c'est surtout rester cohérent dans le discours. À ceci près que quand on prend Talon est toujours resté cohérent. Quand il doit faire quelque chose, il annonce par avance. Et quand on le contredit, il renvoie quand même à ses promesses d'action. Chiche. Mais Macron, là, est pris
en flagrant délit, comment on appelle ça, de contradiction par rapport à sa promesse. Il y a un an, Macron avait annoncé qu'il n'irait pas dans le sens de cette réforme qu'il a engagée de manière à la limite frontale, puisqu'il y a une majorité des sondages de Français qui indiquent une opposition d'une majorité de Français à cette réforme. Mais pourtant, il y va en avant toute. Non. Il y a peut-être 6 ans, il disait à peu près ce que vous dites là. Mais il y a un an, il était parti pour 65 ans, l'âge d'admission à la retraite désormais. Mais les discussions, me semble-t-il, ont amené le gouvernement à faire des concessions pour retenir aujourd'hui 64, c'est pas ça? C'est son équipe. De 62 à 64 oui, désormais. Qui est obligé de s'arrimer à sa nouvelle posture. Mais donc ils ont fait des efforts, ils ont entendu au moins une partie des doléances des partenaires pour concéder de ne pas rester figé sur les 65 ans. Mais cela aussi doit vous convaincre, M. Sounouvou, de ce que si donc le président français, parce qu'hier il aurait promis de ne pas faire ci, mais se retrouve à devoir le faire aujourd'hui, cela devrait vous convaincre de ce qu'il y a un sens de responsabilité qui l'amène à tenir compte de la réalité et à mener une action qui pour lui-même peut être douloureuse, mais qui pour la société française lui paraît être aujourd'hui la solution objective à un problème qu'il rencontre et qui, si rien n'est fait, demain pourrait s'aggraver au point de devenir un véritable boulet pour la société française et pour ses dirigeants. Monsieur le porte-parole du gouvernement, les Béninois doivent-ils, excusez du peu, craindre qu'un jour, avec les réformes en cours, cette réforme des retraites vienne les frapper? Alors, basiquement, ce qu'il se passe en France, vous observez bien, et dans un nombre de pays européens aussi, la pyramide des âges dans leur société s'est beaucoup inversée ces dernières années pour laisser place à une large part de seniors. Les gens vivent plus longtemps, c'est une grâce. Tant que vous êtes en bonne santé, c'est une grâce. Ils vivent plus longtemps. Parce qu'ils vivent plus longtemps, ils vont toucher leur pension de retraite aussi beaucoup plus longtemps. Et si rien n'est fait, le déséquilibre va se présenter tout de suite dès lors que la masse des actifs est inférieure à celle des inactifs, donc des retraités. Au Bénin, nous avons quelques cas de personnes qui passent 40 ans, 50 ans après leur retraite à toucher la pension. Mais ce n'est pas le grand monde. Peut-être que dans 30 ans, dans 40 ans, nous aurons également une telle proportion de retraités par rapport aux actifs. Et il appartiendra alors aux gouvernants de demain de trouver les solutions les plus indiquées pour préserver la pension de ceux qui auront travaillé et qui ont droit donc à leur retraite, et pour faire en sorte que ceux qui travaillent comprennent les défis de leur époque et fassent aussi les sacrifices que nécessaires. L'actualité aux États-Unis, monsieur le porte-parole du gouvernement, c'est l'ancien président Donald Trump qui a maille à partir avec la justice. Il vient même d'être inculpé. Ah oui? Quelle leçon? Inculpé pourquoi? Pour des histoires de mœurs. Des histoires de mœurs. Et vous parlez de Donald Trump, le principal opposant au président Biden, c'est bien ça? En tout cas, dans la perspective de 2024 aux États-Unis, c'est bien ça. Mais je n'ai pas encore entendu vos chaînes, ni directement par leurs animateurs, ni par des invités de circonstances, se préoccuper de l'état de la démocratie aux États-Unis, se préoccuper du sort du principal opposant au président en exercice. Il ne me semble pas avoir entendu, pas plus sur les médias internationaux, que quelqu'un dise là que la justice américaine est instrumentalisée pour mettre hors jeu un adversaire, un prétendant au trône. Je n'ai pas entendu ça. Et je suis persuadé que si ça se passait dans un pays africain, que ce soit le Bénin ou ailleurs, on dirait, et vos confrères occidentaux aussi, la démocratie est en danger dans ce pays parce qu'un opposant est en délicatesse avec la justice. Oui, parce que dans ce pays, les chefs d'État ne sont pas frappés par le syndrome de 3e ou 4e mandat. Aux États-Unis? Aux États-Unis? Oui, il n'y a pas de lien direct. Dans tous les cas, vous voyez qu'il y a un président en exercice. Et son adversaire d'hier, celui qui l'a défait, qui ambitionne de revenir, doit répondre
de certains faits qui lui sont reprochés devant la justice de son pays. Et cela peut le rendre inéligible à l'avenir. Et j'observe que ni Golf, ni l'OETB, ni aucun autre média béninois n'a encore trouvé que la justice américaine est aux trousses de M. Trump juste parce qu'il est opposant. J'observe que vos confrères occidentaux, qui sont si prompts, si faciles à déduire en Afrique, lorsqu'un opposant a maille à partir avec la justice, que ce sont les manœuvres du pouvoir en place qui y conduisent. Je n'ai encore entendu aucun d'eux dire que la démocratie américaine est en danger parce que l'opposant Donald Trump doit rendre des comptes à la justice de son pays. Je n'ai pas entendu ça. Et je vous dis que cela se passerait au Bénin ou dans n'importe quel autre pays africain, Le Sénégal, par que exemple, vous auriez très vite tiré vos conclusions. Vos confrères occidentaux auraient très vite tiré leurs conclusions parce qu'en général, eux, ils ne respectent pas les pays africains. D'ailleurs, celui dont on parle a bien eu l'occasion de qualifier les pays africains de ce que vous savez. Et il n'y en avait pas eu beaucoup pour lui répondre en dehors du président Talon pour dire que les pays africains ne sont pas ce qu'ils pensent là. Donc, j'attends de voir le dénouement de cette affaire et j'attends surtout de voir comment la presse nationale et internationale traite ce dossier. Monsieur le porte-parole, je comprends bien sûr vos récriminations par rapport à une sorte de tiédeur de la presse africaine voilà, à qualifier ou à brocarder le gouvernement américain ou les autorités politiques américaines en place face aux tribulations judiciaires de Trump, ex-président. Chiche. Mais est-ce que c'est du pain béni pour vous? Visiblement, vous affichez même le sourire, un sourire à la limite ironique. Non, c'est pas du pain, béni. Voilà. C'est pas du pain béni. Personne ne se réjouirait des difficultés d'un autre. Non. En fait, et ça n'est pas ma religion. C'est pas par rapport à ça. C'est pour en tirer des conséquences à cette sorte d'inertie, de silence du gouvernement face aux revendications qui sont faites ici. Je vous fais juste observer. Alors, je ne sais pas si c'est parce que la presse a peur des États-Unis et que ça se fait. Regardez, par exemple, on va rester dans le même pays. Pendant que M. Trump contestait les résultats de l'élection présidentielle dans son pays, tous les grands médias internationaux que vous suivez, quand ils en parlent, ils disent, mais ils n'apportent pas les preuves de cette dénonciation. Parce que lui, il parlait de fraude. Ils disent, ils contestent, mais ils n'apportent pas les preuves. Combien de fois vous avez entendu, s'agissant de contestation électorale dans un pays africain, où ces mêmes personnes, on peut dire, ils n'apportent pas de preuves. Que l'opposant qui se plaint ou celui qui a perdu n'apporte pas de preuves. Vous avez entendu ça? Jamais. Donc, il y a un double traitement qui se fait. Et nous voulons qu'il y ait de l'équité aussi dans le traitement qu'on fait des pays africains par rapport aux pays occidentaux. Vous avez vu récemment les élections au Nigeria. Vous avez suivi les commentaires quand un candidat a fait des contestations? Vous avez suivi? Mais si ça se passe dans nos pays-là, pas de souci, parce que la moindre occasion est bonne pour montrer que dans ces pays-là, ils sont encore dans la préhistoire. À la limite, ils sont des sous-hommes. Mais quand ça se passe dans certains types de pays, alors on prend toutes les précautions pour présenter de façon à ce que cela plaise au monde. Pourquoi nous, on ne veut pas que nos pays aussi soient traités avec respect, avec dignité? C'est ça que nous voulons et c'est à ça que nous travaillons. Et c'est ça qui fait que le Bénin se singularise de plus en plus. Monsieur Ayou, Monsieur Sounouvou. Et que demain, vu d'Occident, quand les gens parlent du Bénin, même s'ils parlent de toute l'Afrique ou de tous les autres pays comme ça, quand ils parlent du Bénin, qu'ils parlent de nous avec respect, avec considération, et qu'ils voient que les Béninois sont différents. Ils font autrement les choses, donc on doit leur manifester du respect et de la considération. On voit bien dans la posture du président Talon l'affirmation d'une certaine fierté pour imposer du respect, en tout cas au reste du monde par rapport aux Béninois, aux Africains. Quand on a fini de dire cela, monsieur le porte-parole, souffrez quand même que je vous titille sur la question de la revendication d'un certain nombre de droits humains réclamés par des personnalités politiques en prison pour demander ne serait-ce que déjà le droit de visite de leurs avocats, de leurs parents,
ce que pour le moment, on remarque que cela a été restreint. Des organisations de défense des droits de l'homme montent au créneau pour réclamer. Il n'y a qu'à regarder le dernier rapport d'Amnesty International. Vous n'allez pas quand même pas prendre prétexte de la situation judiciaire de Trump pour indiquer que si une importante personnalité politique aux États-Unis, dans une des grandes démocraties du monde, a ce genre de soucis, il faut quand même qu'on vous accorde ici aussi le crédit que si des personnalités politiques ont des soucis avec la justice au Bénin, il faut les laisser aller jusqu'au bout, cuver leur souffrance judiciaire. Monsieur Sounouvou, je suis sûr que si demain, vous entreprenez d'aller voir quelqu'un en prison, qui que soit la personne, si vous remplissez les conditions prévues par la loi et les règlements, vous serez admis à voir cette personne. Si vous y allez sans remplir les conditions, l'administration pénitentiaire sera au regret de vous dire que vous ne le pouvez. Demain, s'il advenait que M. Trump soit condamné par la justice américaine et qu'il devait purger une peine de prison, vous n'irez pas le voir là-bas comme vous iriez le voir dans son jardin privé. S'il y a des conditions à remplir pour le voir, ses visiteurs, qu'ils soient de son parti, qu'ils soient ses avocats, ils feront les diligences nécessaires pour pouvoir le rencontrer. C'est comme ça que ça se passe partout. Et nous avons des milliers de prisonniers au Bénin. Il est fait à tous, conformément aux tests. Maintenant, s'il y a des tests qui sont mauvais, tant qu'ils ne sont pas révisés ou changés, ils demeurent les tests. Parce que j'ai lu récemment quelqu'un dire qu'on applique un décret de 1973 qui serait désuet et abrogé. Non, qui serait ou abrogé ou désuet. Et j'ai dit non. Un test qui est abrogé, il n'existe plus. Oui, absolument. Un test qui est désuet, quoique désuet, il existe encore. Il reste en vigueur. Et s'il n'a pas été remplacé ou actualisé, il reste en vigueur, on l'applique. Donc même s'il date de 1960, on l'applique. Fort heureusement, nous faisons beaucoup d'efforts de réforme, de modernisation du pays. Donc peut-être qu'à terme, nous allons agir sur ce test de 1973 aussi. Pourquoi pas? Mais tant que c'est le test en vigueur, souffrons en tant que républicains, en tant que démocrates, souffrons que les tests en vigueur soient appliqués. Est-ce que c'était le cas sur la situation que j'ai évoquée? Moi, j'ai lu quelqu'un dire qu'il y a un test de un décret de 1973 qui régit les visites dans les prisons, je crois, qui lui est appliqué. Mais je dis, si c'est le test valable, ce n'est que lui qu'on peut appliquer parce que justement, ce serait antidémocratique de laisser ce test et de faire des pratiques à la tête du client qui voudrait qu'on ne le lui applique pas. Est-ce que le ministre de la Justice ne rate pas trop d'occasions quand même, ou à défaut d'instruire le procureur, de faire une sortie sur cette question, pour quand même essayer d'afficher, comment je vais dire, l'honnêteté du gouvernement, ou en tout cas sa neutralité par rapport à cette question? L'honnêteté du gouvernement, sa neutralité, je suis bien placé pour vous les manifester. Ah ben, et c'est ce que je vous dis là. C'est ce que je vous dis là. Le gouvernement, il fait ce qu'il a à faire. Il gère à peu près 15 000 ou 16 000 prisonniers globalement dans tout le pays, et il doit les gérer de la même façon, suivant ce que les tests ont prévu, suivant les catégories d'infractions qui ont amené les uns et les autres, et ce que ça appelle comme pratique pénitentiaire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il ne s'agit pas que si quelqu'un est de mon village, ou si quelqu'un est de ma famille, ou quelqu'un est de mon bord politique, qu'on lui fasse différemment de ce qu'il serait fait à d'autres. Non. Et ça, c'est le devoir du gouvernement. Traiter les uns et les autres de la même manière, conformément à ce que les tests ont prévu. Vous considérez que les organisations de défense des droits de l'homme sont un peu outrancières dans leur rapport par rapport à la dénonciation de ce genre? Je vous ai vu, à la limite, reprendre l'expression sans y mettre les guillemets appropriés. Et donc, j'ai le sentiment que vous partagez leurs conclusions. Les ONG font leur travail. Et les activistes de la société civile ou des droits de l'homme font leur travail. Nous rêvons tous de faire encore mieux ce que nous faisons déjà aujourd'hui pour que notre pays soit un exemple en tout point de vue attractif. Mais les tests de la République sont les tests de la République. Ceux qui sont en vigueur aujourd'hui, c'est eux que nous appliquons en attendant les nouveaux tests.
Avant de mettre un terme à cet entretien, si vous le permettez, monsieur le porte-parole du gouvernement, l'actualité aussi, c'est le Sénégal, avec l'opposant Ousmane Sonko qui vient d'être condamné. Cela crée des tumultes. Les tumultes ont déjà précédé même la condamnation, mais on y voit un peu... contrairement à ce qui ne se dit pas aux États-Unis avec Trump, on y voit un peu... Un acharnement. Voilà, un acharnement. Surtout contre un opposant qui, finalement, est une figure anti-révision constitution opportuniste. Pas un Macky Sall qui s'y est opposé par le passé. Vous me donnez raison, vous-même, sur la différence de traitement. Encore que, parlant de Donald Trump, sa propre version a été de dire que le pouvoir en place lui en veut parce qu'on veut l'empêcher d'être candidat. Bien sûr. Et j'ai entendu le même refrain Oui. du côté du Sénégal. Je n'ai pas de jugement de valeur sur ces choses-là, mais j'observe que la ligne de défense est la même pour tous les opposants, où qu'ils se trouvent. C'est toujours le pouvoir en place qui nous en veut, qui veut nous empêcher, qui veut nous sortir de la course parce qu'on serait un adversaire dangereux. Les faits qui leur sont reprochés, il appartiendra à la justice de leur pays d'en établir la véracité et d'y opposer les sanctions qui conviendraient. Donc moi, je n'ai pas de jugement de valeur à ce propos. Mais j'observe que si demain ces faits étaient reconnus et condamnés, vous n'enlèverez pas de la tête de ces personnes et de leur soutien que ce serait du fait du pouvoir. Parlant du Sénégal, on a évoqué des faits de viol, on a évoqué des faits de diffamation. Ce sont des faits qui répondent à des critères que les lois ont fixés. Tout au moins, la diffamation, vous ici, vous connaissez très bien ce que c'est. Vous pouvez retrouver les déclarations de l'intéressé, les analyser et voir si, potentiellement, ils sont constitutifs de diffamation. Et si l'intéressé a apporté au moins les preuves de ces allégations. S'il ne les a pas apportées alors que les faits sont manifestement constitutifs de diffamation et qualifiés comme tels par la justice, vous conviendrez alors que la condamnation serait tout à fait légitime. Si, à contrario, il apporte les preuves de ces déclarations et qu'il était condamné, en ce moment-là, vous pourriez dire « Ah mais non, il y a plus de politicaillerie ici que de judiciaire ». Donc, chacun peut se faire son opinion en regardant les faits, en lisant les textes pour savoir ce qui est prévu et ce qui ne l'est pas. Donc, oui, encore une fois, donc, un opposant a des difficultés. Pour lui et pour ses partisans, c'est forcément le pouvoir en place qui est à la manœuvre pour l'empêcher de. Nous, on n'apprécie pas ça, on observe. Et je vous ramène maintenant chez nous aussi, parce qu'on l'a déjà vécu, on a entendu, et j'ai eu l'occasion de dire plusieurs fois. Chaque fois que des soutiens du pouvoir, des partisans du président de la République ont eu des difficultés avec la justice, se sont retrouvés même en prison. À la limite, les gens s'en sont réjouis. La démocratie marche très bien. Mais chaque fois qu'un opposant doit rendre des comptes à la justice, la démocratie est en danger, les opposants sont traqués, harcelés, le gouvernement en place et son chef font tout pour empêcher l'opposition d'exister, de s'exprimer. C'est ça qui est répandu. Mais pourtant, la justice, elle doit être la même pour tout le monde. Et chacun doit répondre de ses actes. C'est ce que nous apprenons de plus en plus au Bénin. Être responsable de ses dires et de ses faire. C'est aussi ça, le sens de l'État. C'est aussi ça, le sens de l'honneur pour chacun. Monsieur le porte-parole, les approximations juridiques qui entourent la sanctuarisation des textes constitutionnels pour fixer quand même des termes assez clairs, prévisibles de mandat présidentiel en Afrique qui donnent lieu à des interprétations opportunistes pour donner lieu à des glissements de tentations de révision constitutionnelle. Finalement, quand vous voyez tout ce spectacle-là en Afrique et les tensions anxiogènes, conflictuelles que cela génère dans les pays, ça vous conforte dans la révision faite au Bénin par Talon. Absolument. Et qui l'empêche de prétendre à un troisième parce mandat. Parce que le président Talon a anticipé tous ces débats-là qui n'auraient pour effet que de plomber l'action du gouvernement et même la dynamique du pays dans son ensemble. C'est le président Talon qui a fait une révision en Afrique et qui a mis dans la Constitution que nul ne peut de sa vie
effectué plus de 2 mandats de président de la République. C'est un président en exercice qui a fait ça, avec une assemblée qui lui était à 100% acquise et qui n'a pas pensé un seul instant qu'il pouvait lever le verrou de la limitation d'âge. Et mieux, il est allé jusqu'à mettre une disposition dans cette Constitution pour dire que la révision intervenue n'induit ni une nouvelle République, ni une nouvelle Constitution. De sorte que, en amont, il coupe court à tous les débats inutiles qui pourraient naître sur une prétendue intention ou tentative de vouloir prolonger son bail à la tête de notre pays. Et l'ambition du président Talon, il a dit en 2016, c'est d'être porté en triomphe à la fin de son mandat. J'ai la certitude de plus en plus, au regard des résultats que nous engrangeons. Quand je dis nous, je parle du peuple béninois dans son ensemble. Oui. La vision vient certes du président Talon, la dynamique de son gouvernement, mais les résultats, ce sont les efforts de tous les Béninois. Et ces résultats vont s'amplifier sur les 3 prochaines années. Vous pouvez prendre date. Il y aura de plus en plus de réalisations visibles et impactantes sur la vie de nos concitoyens. Vous le verrez. À telle enseigne que il y en aura qui, légitimement, sans aucune intention politicienne, sans être aiguillonné par quelque acteur politique que ce soit, il y en aura parmi nous, Béninois et Béninoises, pour dire, ben, ce monsieur, il faut qu'il continue son œuvre à la tête du pays. Comme il y en aura aussi pour dire, non, c'est fini. Mais tout cela, le dénominateur commun, c'est le président Talon qui a déjà réglé lui-même le problème depuis en disant, ça ne me concerne pas. Ce que je veux, c'est sortir par la grande porte, être porté en triomphe et pouvoir voir aussi l'action de mes successeurs une fois à l'œuvre. Et ça, pour tous ceux qui nourrissent encore des doutes ou des suspicions, je vous invite à prendre date le dimanche 17 mai 2026 pour voir comment se passera la prestation de serment du nouveau président de la République et le lundi 18 mai 2026, voir ce que serait en train de faire l'actuel président de la République. Ben, Charbel, où on prend le porte-parole au mot, on se donne rendez-vous en 2026 pour voir si Patrice Guillaume Athanase passera le témoin à Talon ou à un autre. Absolument, absolument. Bon, nous sommes au terme de cet entretien. Merci, monsieur le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Moumbedi. Juste un mot de fin? C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Osias Sounouvou. C'est un plaisir de co-animer ce plateau avec vous. Merci. Merci. Plaisir partagé. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, c'était donc le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rombedi, sur Golf TV Africa et sur toutes les chaînes partenaires. Ensemble avec Osias Sounouvou, vous avez pu comprendre quelques explications, quelques analyses, comment, surtout, il faut comprendre certaines décisions du gouvernement et le peuple béninois prend rendez-vous et prend au mot le porte-parole du gouvernement. On attend donc qui passera le président de la République actuelle, le témoin, et prochainement. Merci de nous avoir suivis. Merci, chers invités. Merci, Osias Sounouvou. À très bientôt.